C'était donc ça tout ce tintouin, les cris, le micro, d'accord. À mon avis, vous allez vite vous en lasser. Je ne lui prédis pas un grand avenir. Salut tout le monde, je m'appelle Robin et je suis très heureux de vous retrouver pour ce 26e épisode de Une invention sans avenir, le podcast très politique qui s'intéresse au cinéma, aux séries télé et bien plus encore. 26e épisode en compagnie de Raph, Alice et Clémentine. Salut tout le monde. Salut. Vous avez vu, je ne vous présente même plus. C'est la Dream Team de Une invention sans avenir. Ouais, c'est bon, les gens nous connaissent. Je pense que c'est ça. C'est un peu le NFP de Une invention sans avenir. Aujourd'hui, notre meilleure équipe, on s'est tous mis ensemble pour vous faire cet épisode d'été aujourd'hui, le Summer Break sans avenir. Et je le dis, même si je devrais pas, puisque vous avez le droit de réécouter ce podcast beaucoup plus tard. Mais au moment où on enregistre, c'est un peu dur de pas être scotché sur l'actualité politique. Et en même temps, il se passe tellement une dinguerie par jour que je suis sûr qu'entre l'enregistrement et la sortie de ce podcast, tout va avoir changé. Partez du principe que ce qu'on dit là, c'est forcément faux. Voilà. C'est ça. Non, mais si j'essaye de planter le contexte du jour où on enregistre, tu sais, pour quand même être un peu clair, on est au stade où Macron a perdu, mais il veut pas avoir perdu, et en gros, il fait un coup d'état, mais personne ne le dit encore comme ça, et Mélenchon est toujours pas Premier ministre. Ça vous va comme résumé ? Oui, c'est ça. C'est bon. Il va se passer tellement de trucs dans les jours qui viennent, d'ici à ce que les gens écoutent. Vous voulez faire des pronostics ? Moi, je pense que Macron, il va dire c'est pas grave, pas de gouvernement jusqu'en 2027, et pour s'occuper, il va devenir entraîneur de l'équipe de France maintenant que Didier Deschamps a perdu. C'est bon. Il va dire moi je suis le frère Mbappé en fait, vous avez jamais vu mes tests ADN à l'appui, je peux le prouver et je suis le meilleur placé pour entraîner. C'est moi qui m'occupe de sa carrière, comme il avait dit dans la vidéo de machin, là, les deux cons. Je sais plus leur nom. McFly et Carlito, je crois. Ouais, McFly et Carlito, pardon. Je l'avais plus non plus, comme quoi le cerveau est capable d'effacer les infos inutiles. Alice, t'as des prédictions ? Je sais pas, mais je pense qu'il va vouloir faire un truc disruptif parce que le seul truc qui l'intéresse, c'est comment rester dans l'histoire. Donc, je suis pas sûre qu'il puisse juste dire ok, on va nommer un gouvernement mou, etc. Ça se trouve, il va faire le truc que Clément Viktorovitch veut qu'il fasse, là, créer une constituante, dire c'est moi le président de la 6ème République. Moi, je rêve un peu, mais... Ça fait du sens, je comprends la logique. Clémentine, t'as des prédictions pour ce qui s'en vient ? Franchement, je suis tellement dans une espèce d'état de sidération que je suis incapable de... Non, c'est dur, hein ? d'imaginer, parce que de toute manière, comme tu disais, c'est une dinguerie par jour et on est tellement dépassé maintenant, on est presque un peu blasé aussi, on est là... Enfin bon... Non, je n'ai pas de prédiction, voilà. Non, c'est sage de ta part, je comprends aussi. C'est bon. C'est l'épisode d'été, ça veut dire qu'on n'avait pas vraiment de thème et qu'on avait en fait décidé d'attendre les résultats des élections pour savoir si on voulait déprimer ensemble ou un peu moins déprimer que prévu ensemble. Donc c'est un peu ça le podcast d'aujourd'hui. Je suis vraiment content qu'on soit là pour un peu moins déprimer ensemble. Ouais, ça me fait vraiment plaisir. C'est pas mal. Cela dit, c'est la chronique de Clémentine qui va commencer l'émission. On va rester dans l'Uchronie. T'as dit que tu voulais pas faire des prédictions, mais je pense que c'est un peu ce qui nous attend quand même dans ta chronique. Ouais. À quoi ressemblera le monde du cinéma si l'extrême droite est au pouvoir ? J'ai bien dit si. Oui. Au début, j'ai hésité à écrire ma chronique en commençant par quand l'extrême droite sera au pouvoir. Ouais. Je me suis dit, je vais pas déprimer tout le monde, je vais mettre si. Alors c'est une chronique pour les archives qu'on pourra ressortir pour voir à quel point mes prédictions étaient justes ou pas et si je peux me reconvertir dans la divination. Et on espère qu'elle soit le moins juste possible du coup. Ouais. Donc, alors, quelques pistes de réflexion qui n'ont pas vocation à faire le tour du sujet, bien entendu. Alors, première chose assez simple qui arrivera... Le silence, celui du milieu du cinéma. Alors, dites-moi si je me trompe, mais alors j'ai peut-être manqué certaines choses, mais durant les 3 semaines de campagne, je crois pas avoir vu grand monde du milieu du cinéma s'exprimer sur la menace que constituait l'extrême droite. Il y a quand même Pierre Ninet, il a tweeté emoji élection, emoji étoile, emoji terre, emoji justice. Voilà, ça, oui, voilà, ok, même, c'est ouais. ça. Alors moi, tout ce que j'ai vu, c'est Marion Cotillard qui a mis un pins
La jeunesse Ouais, c'est vrai. emmerde le Front National. Judith Godrèche, place de la République, je pense. Oui. Mais on les compte sur les doigts d'une demi-main. Là. Oui, c'est ça. C'est vrai que pendant la campagne, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment une espèce de grosse mobilisation du milieu culturel, qu'ils fassent des trucs. Même les orchestres, cette fois, ils n'ont pas joué sur les places. Il n'y a vraiment pas eu grand-chose. C'est pas que le cinéma, c'est assez surprenant. Non. Et moi, personnellement, j'ai tapé tout à l'heure Vincent Lindon, Rassemblement National sur Google pour voir si c'était exprimé. Oh, surprise, rien. Alors moi qui pensais qu'il était acteur le plus engagé du cinéma français, alors tout ça en fait n'était qu'une image de marque, un placement marketing. Oh là là, la façade s'écroule. Quelle déception. Je suis vraiment trop déçu. Donc voilà, si l'extrême droite passe au pouvoir, voilà, les personnes haut placées du milieu du cinéma continueront donc de briller par leur plotterie pour ne pas perdre leur place, à l'exception de quelques personnes bien entendu. Donc on sait toujours un peu lesquelles, hein, c'est toujours un peu les mêmes, hein. Corinne Maziero, etc. Mhm. Thierry Frémaux ne dira rien non plus. Et le festival de Cannes continuera de rouler comme sur des roulettes. Peut-être juste, ils feront pas leur traditionnel tweet de « Nous avons un festival qui est né comme pendant au nazisme et au fascisme », tout ça. On réécrira un peu l'histoire. Voilà. Alors ensuite, donc deuxième chose assez évidente, donc les coupes budgétaires dans la culture. Mais je pense que le cinéma sera pas le secteur le plus touché, contrairement à d'autres, comme celui du spectacle vivant. Probablement qu'une partie des subventions sera redirigée vers des secteurs bien spécifiques comme celui de la médiation et de la valorisation du patrimoine. Le CNC continuera d'exister et étant donné que la présidence du CNC est confiée par le gouvernement, il est fort probable que le ou la future présidente de la République d'extrême droite choisisse quelqu'un de son cru pour mener la bataille culturelle. Et c'est ce qui se passe pas loin de chez nous en Italie, où Giorgia Meloni a congédié les dirigeants des institutions culturelles pour mettre de nouvelles têtes afin de mener la bataille contre, je cite, l'hégémonie culturelle de gauche et former, je cite toujours, un nouvel imaginaire italien. Ouais, c'est un grand classique. On avait déjà parlé dans une ancienne émission de ce qui s'était passé au Brésil dans les mêmes conditions. C'est exactement ça aussi. Donc, ouais. Ouais. Donc en France, voilà, l'extrême droite fera pareil. Au lieu de tout démanteler, elle va utiliser les institutions pour elle aussi mener la bataille culturelle. Mais la question c'est jusqu'où et quel va être l'impact sur la production cinématographique et audiovisuelle. Alors comme il y aura des résistances en interne, c'est un peu difficile à dire. Alors j'imagine que certaines subventions vont sauter, comme par exemple l'aide au cinéma du monde. Mais est-ce que, par exemple, on va avoir une production régulière de films d'extrême droite, type Vaincre ou mourir ? Ouais, est-ce que Puy du Fou Production va drainer des subventions Ouais, alors j'ai plutôt tendance à penser qu'il faudrait quand même beaucoup d'années d'extrême droite au pouvoir pour en arriver là, quand même. Et en fait, là où l'extrême droite risque peut-être de s'impliquer davantage, c'est dans le documentaire, et plus exactement la réécriture de l'histoire, en particulier à la télévision. J'imagine qu'on risque de se farcir Laurent Deutsch, Franck Ferrand et de nouvelles têtes que nous ne connaissons pas encore qui peut-être nous feront regretter Stéphane Bern. Peut-être tous les historiens nuls qui parlent au début de Vaincre ou mourir, là. Oui. Les historiens révisionnistes en mode génocide vendéen, tout ça. Mais je crois qu'il n'y a pas que des révisionnistes, hein, en vrai. Ah, ok. Ouais, Il y en a qui se sont fait piéger. Peut-être, mais j'avais vu qu'il y avait quand même quelques vrais historiens. Bon, mais voilà. Autre chose qui est pas mal revenue pendant la campagne, c'est la suppression du régime de l'intermittence si l'extrême droite arrive au pouvoir. Personnellement, j'en suis pas persuadée, car les industries audiovisuelles, et notamment les chaînes de télé, les radios, etc., s'appuient quand même pas mal sur les intermittents du spectacle. Et j'ai tendance à penser que les choses seront plus insidieuses, moins de subventions, comme j'ai dit plus tôt, ce qui fait que les gens auront plus de difficultés à faire leur cachet et donc à avoir leur intermittence, et des réformes par-ci, par-là, mais une suppression nette, j'en suis pas sûre. Et justement, et c'est un peu bon là-dessus sur quoi je vais finir, moi, un des aspects qui me fait un peu peur avec l'extrême droite, c'est l'apathie que ça risque de provoquer, c'est-à-dire que non, le pays ne va pas être mené à la ruine économique comme disent certains, et que tout ne va pas changer du jour au lendemain, et que le résultat de ça, c'est qu'une partie des gens, en particulier voilà, des personnes blanches, hétérosexuelles, etc., se disent dans une espèce comme ça d'haussement d'épaule, bof, en fait, ça va, c'est pas plus pire qu'avant,
jusqu'à ce que ça les touche peut-être plus personnellement. Bon voilà, c'était mes petites prédictions, mais bon. Je remarque que t'es passé au futur à la fin. Tu nous avais annoncé du conditionnel, mais tu l'as pas tenu. Ouais. C'est vrai. Non, mais on comprend pourquoi, parce qu'en fait, il y a une partie des choses qui sont déjà réelles. Enfin, effectivement, il y a déjà une partie des médias et de la télévision et de la radio qui est d'extrême droite. C'est déjà en cours, tout ça, en réalité. Je veux dire, pourquoi ils supprimeraient les médias de Bolloré qui sont déjà et les médias de Bolloré ils font appel à des intermittents, etc. Donc oui, je comprends ta logique de dire ça les mettrait dans la merde, quoi. C'est que ces industries sont quand même l'industrie du cinéma, elle marche sur l'intermittence, et quelque part l'extrême droite n'a pas intérêt à se passer de l'industrie cinématographique. Donc peut-être que j'ai complètement faux et que tout va être supprimé et voilà. Mais je pense que les choses seront peut-être plus insidieuses. Il y a un truc sur lequel je te rejoins assez, c'est que justement, tu dis l'extrême droite n'aurait pas intérêt à se passer du cinéma, même d'ailleurs dans l'histoire, à chaque fois qu'il y a eu l'extrême droite au pouvoir n'importe où dans le monde, ils ont plutôt tendance à financer des films qui allaient plutôt dans leur sens évidemment, à mettre dans des postes importants des proches du régime et des choses comme ça. C'est le cas de Mussolini qui nomme son propre fils pour réaliser des films alors qu'il n'a jamais touché une caméra, tu vois. Ça donne des navets infâmes mais patriotes. Et du coup, un peu dans le même genre, je pense que là, il y a un truc que notre extrême droite à nous, elle va faire ça aussi, sauf elle va le faire avec un imaginaire plus moderne, avec des chaînes privées, avec des acteurs qui sont pas directement de la famille d'eux, mais qui en fait servent les mêmes intérêts, parce que l'imaginaire du parti qui contrôle la télévision unique, c'est un peu fini. Mais ils aiment quand même toujours bien avoir la main sur qui a des financements et quel propos ça va servir, quoi. Il y avait un article super intéressant dans Mediapart début juin qui s'appelle Culture quand l'extrême droite est au pouvoir et qui détaillait un peu dans tous les pays d'Europe où il y a eu de l'extrême droite comment ça se passe au niveau des politiques culturelles et c'est très long et très détaillé. Je pense que ça complèterait bien la chronique. Notamment, ça permet de se renseigner. Je l'avais lu aussi il y a quelque temps sur concrètement, quand on dit oui, Orban en Hongrie ou Meloni en Italie, ok, mais comment ça se passe concrètement ? Et par exemple, il y a plein d'historiens de l'art en Hongrie qui sont en train de dire il n'y a rien qui a fondamentalement changé dans la structure, mais ils se sont arrangés pour définancer tout ce qui les arrangeait pas. Oui, mais c'est ça. Du coup, les générations d'artistes qui arrivent, en fait, n'ont pas de moyens de travailler. Donc, finalement, on régresse, on retourne à de l'art très très passéiste et justement dans une vision patriotique complètement datée, quoi. C'est intéressant aussi la distinction entre nationaliser et privatiser, parce que là l'extrême droite a déjà dit oui, privatisation, on privatise le service public, etc. Alors que ce que tu dis, Raph, c'est que c'est un peu une nouvelle manière de nationaliser, mais parce que la nationalisation des médias, ça sonne un peu trop de gauche aujourd'hui, ça sonne un peu trop stalinien ou je sais pas, alors que c'est ça l'outil principal en fait. Ça sonne un peu régime autoritaire à l'ancienne, quoi, avec un maître de la propagande qui s'occupe directement des contenus des films et tout. Ça, je pense que même les gens qui votent RN, ils seraient plus tellement prêts en fait à cet imaginaire-là. Il y avait d'ailleurs un extrait un peu croustillant d'une candidate RN sur un plateau, je crois qu'il tournait, à qui on avait demandé, mais alors du coup, pourquoi vous voulez privatiser l'audiovisuel ? Et elle disait un truc du genre, parce que comme ça ce sera plus neutre si c'est privatisé. Et en fait, elle s'embrouillait dans son truc, parce que du coup on lui disait, non, en fait justement c'est peut-être plus neutre si c'est public, parce que du coup c'est possible de financer des choses différentes. Et elle disait, non. Et puis elle avait aucun argument. Il y a des gens qui ont beaucoup partagé ça, parce que ça fait du bien de voir des candidats RN nuls, mais bon, de toute façon, ça n'a aucun impact. Ouais. C'est que la privatisation est de principe, il n'y a pas vraiment de projet, mais évidemment, si on veut vendre à Bolloré, on le connaît, le projet. Enfin, après, il n'y a pas que Bolloré. Hein. Oui. On cite toujours Bolloré, mais il y a... par exemple, Christian Latouche, c'est un gros milliardaire qui est aussi d'extrême droite. On en parle moins de lui, mais il a aussi un programme politique, c'est lui qui a Sud Radio et tout, et il est vraiment complètement raciste. Hein. Oui, en fait, il n'y a pas beaucoup de risques à privatiser pour eux, puisque de toute façon, ce sera des milliardaires, et de toute façon, les milliardaires, on sait ce qu'ils votent, c'est forcément plus à droite que François Fillon, quoi. Bon, après, il reste peu de choix. C'est bon. Et alors, quel genre cinématographique tu nous as parlé des documentaires, mais vous voyez quoi, à part... il y aurait que des fresques épiques à l'appui du fou, il y aurait des mauvaises comédies de Christian Clavier. Je me suis dit il y aurait des films pro-flics style Bac Nord. C'est possible. Ouais. En fait, ils vont nous donner du travail en fait, c'est ça. Je pense aussi que ils vont faire
il pourrait faire, on va respecter le conditionnel encore, il pourrait faire jouer justement sur les savoir-faire français, parce que dans le fond, il y a quand même cette idée de la France fantasmée, et qu'est-ce qu'on sait faire en France ? On sait faire de la comédie potage familiale, et on sait faire effectivement du film qui se passe en banlieue, avec des conflits entre police et habitants, tout ça, c'est des trucs qu'on a dans savoir-faire, quoi. Donc je pense que ça a plutôt pas trop de soucis à se faire. Par contre, les genres un peu où la France, justement, peut encore se développer de type fantastique, SF ou même du film d'auteur un peu plus classique mais qui emmerde les dirigeants, ça va être un peu plus compliqué, ouais. Bon, bonne ambiance pour ce début d'émission. Merci Clémentine. Non, mais c'est sûr qu'il faut penser à ça. Puis ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans ta chronique, c'est aussi de dire, l'extrême droite annonce ça, c'est comme la suppression du régime d'intermittence. Oui, ils annoncent ça, c'est un effet d'annonce. Probablement que ça se passerait pas comme ça, puis que ce serait en fait pire parce que ce serait de manière... oui, ce serait plus insidieux et du coup, les gens n'arriveraient pas à se mobiliser parce que les gens seraient là. Mais non, c'est juste... ils veulent juste réduire, je sais pas quoi, tu vois. Oui, c'est vrai que c'est pas très populaire aujourd'hui de dire on arrête toute la culture. Et de fait, même les macronistes, depuis qu'ils sont au pouvoir, ils font pas ça. Ils détestent évidemment financer la culture, mais ils le disent pas comme ça. Et ce qui est en train de se passer au théâtre, par exemple, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tous les budgets ont réduit drastiquement. Et du coup, il y a toujours des pièces, mais il y en a moins. Et puis il y a des gens qui n'arrivent plus à vivre. Et puis il y a des nouveaux professionnels qui, en fait, ne vont pas pouvoir l'être. Et tout ça se passe, en fait, sans aucune annonce. Parce que personne n'a intérêt à le dire. Ouais. On va être disruptif aujourd'hui, comme Macron, on en a parlé dans l'intro tout à l'heure. On va mettre le jeu maintenant et pas au milieu de l'émission. Qu'est-ce à dire sur la structure de l'émission ? Peut-être que la suite sera un peu moins plombante, mais en fait, j'en sais rien, puisque comme d'habitude, je sais pas à quoi on va jouer. Fait que Raph, c'est à toi. Non, mais en fait, tu m'as fait une transition parfaite, Clémentine, parce que tu disais, il n'y a pas beaucoup de personnalités du milieu du cinéma qui se sont engagées. Et c'est vrai qu'au départ, je me disais, je vais essayer de chercher, de vous faire deviner qui a dit quoi et tout, mais en fait non, il y en a vraiment eu trop peu, c'est pas possible. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas les inventer ? Donc j'ai demandé à mon intelligence artificielle préférée, évidemment, que je ne vais pas citer, de nous imaginer ce que diraient les personnages de nos films préférés s'ils devaient appeler à voter pour le nouveau Front Populaire. Voilà. Les personnages, pas les acteurs et actrices. Et non, parce qu'on a besoin de soutien nouveau. Et c'est vrai. C'est totalement disruptif, encore une fois. C'est vraiment une émission iconique, hein. C'était pas vraiment prévu, mais c'est ça l'ambiance du moment, quoi. C'est l'ambiance. Vous allez comprendre très vite. Si t'as fait parler un dinosaure, on va vite trouver. Hein. J'aurais dû. ChatGPT, écris un discours uniquement à base de cris de dinosaures, s'il te plaît. Oui, mais de gauche. Un discours de gauche. L'obscurité nous entoure, mais il est temps d'apporter une lumière nouvelle. En tant que quelqu'un qui a hérité d'une grande fortune après une tragédie, je sais que la richesse seule ne peut pas protéger la nation. Je vous exhorte à soutenir le nouveau Front Populaire. Nous avons besoin de leaders capables de combiner technologie et justice rigoureuse pour sécuriser notre avenir. Harry Potter. Avec des moyens que certains qualifieraient, de Robocop. peu recommandables, presque. Je sais ce qu'il faut pour rétablir l'ordre. Ensemble, nous pouvons transformer cette nation. Harry. Non. Nous pouvons transformer cette nation de ses rues sombres à ses sommets éclairés. Batman. Oui, c'est ça. Alors, je lui ai dit, fais-moi un discours de gauche. Il a juste dit Front Populaire au milieu et ensuite il a mis que de la droite. Ouais. C'est un débat de Twitter, ça. Savoir si Batman est de droite ou de gauche. Ah oui, tiens, ayez le débat dans les commentaires, ça nous fera monter dans l'algorithme. Un autre. Bonjour les amis, emoji cœur brillant. Je suis tellement excité de vous parler du NFP. C'est le moment de soutenir une France où tout le monde peut briller comme une étoile rose. Le NFP, c'est l'équilibre parfait entre tradition et modernité, oui, c'est ça. Comme une soirée entre amis sur la plage, fun et plein de possibilités. Avec tout mon amour et mes rêves arc-en-ciel, emoji cœur brillant, féminisme en rose. Oh, voilà. Ça c'est beau. C'était bien Barbie. Citoyens de France, emoji fusée, emoji explosion. Le temps est venu de se battre pour notre avenir. Rejoignez-moi et soutenez le nouveau Front Populaire. Le NFP est notre exosquelette, notre armure contre l'oppression et l'injustice. Non, c'est pas exactement. Avec une détermination, nous pouvons renverser les androïdes politiques et restaurer la dignité pour tous les citoyens.
Tout comme j'ai combattu des créatures à deux bouches dans les profondeurs de l'espace, de Star Wars. nous devons maintenant lutter contre les faux humains qui ne nous représentent pas. C'est Ripley? Oui, c'est Ripley de Alien. Emoji explosion. Elle est déjà de gauche, Ripley, non? Bah, elle est de gauche, ouais. Ouais. Regardez, elle tweet pour le nouveau Front Populaire. C'est bon. Emoji feu, le temps est venu de choisir le chemin de la puissance et de la transformation pour notre royaume sombre et majestueux. Rejoignez le nouveau Front Populaire pour façonner un avenir où la volonté s'imposera avec force et détermination. Certains pensaient que mon regard ne voyait C'est que l'ombre Sauron et les flammes. Oui, c'est ça. Mais en vérité, le NFP offre une nouvelle voie puissante. Emoji feu, emoji château, hashtag puissance et transformation, bien sûr. C'était Sauron. Il est trop bien ce hashtag. Puissance et transformation. Oui, c'est vrai. Alors, emoji patoun, moi je suis là pour vous parler du nouveau Front Populaire. Vous savez, je suis plus à l'aise avec mes croquettes et ma baballe, mais j'aime bien sentir l'odeur des gens pour mieux les connaître et je sais flairer les bonnes affaires. Le NFP, c'est comme une meute unie qui sait se serrer les coudes pour la France. C'est la patte patrouille? Non, pas exactement. Oh non. Je suis quelque peu limité en intelligence humaine, mais je sens quand quelque chose est bon pour nous tous. On mérite une équipe qui comprend les besoins de chacun, prête à avancer en jouant collectif. Emoji patoun, emoji drapeau français, hashtag Team France. J'arrive pas à savoir si c'est des chats ou des chiens. C'est des chiens. C'est un chien, mais qui joue au foot, Un chien nationaliste. qui a un esprit d'équipe. C'est pas Airbud là ou je sais pas quoi. Ah non, presque, mais la version française de Airbud. Ah non, Airbud il fait du basket. C'est un dessin animé? Mais non, c'est Didier avec un Chabat. Ah ouais, c'est vrai, c'est lui qui met le but à la fin. Eh oui. Ah, Putain. waouh. Oh là là. Attends, on a besoin du soutien de tout le monde. Hein. Non, Je suis non. allé ratisser large. Alain Chabat, c'est pas si pire, hein. Allez, un petit dernier. Chers amis de la France enchantée, emoji note de musique, emoji étoile. Ah. Rejoignez la mélodie du changement avec le NFP. Comme dans les contes, nous avons tous besoin d'une touche de magie pour rendre notre royaume plus juste et plus C'est doux. Podane. Le NFP, c'est comme un cake d'égalité, préparé avec soin et générosité. Un cake d'égalité. Emoji musique, hashtag votez NFP, hashtag harmonie et changement. C'est trop mignon. C'était bien ça, Alice. Bon, après, elle habite dans des châteaux. Elle se marie avec un prince et tout, là. C'est pas très NFP, hein. Ouais, puis ça me faisait rire d'imaginer que Catherine Deneuve appelle à voter pour la gauche. J'avoue. Parce qu'en matière de personnes qu'on n'a pas entendues, elle fait figure de proue, là, je dirais. Mais tu te rends compte que pour réussir à faire ça, il a fallu que tu demandes à une intelligence artificielle de faire parler un personnage incarné par Catherine Deneuve. Il y a comme 2 niveaux de fiction, là. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'était un peu compliqué. Mais on a fini par y arriver. Catherine Deneuve avec nous. Ouais. Attends, on a bien eu Dominique de Villepin dans notre camp ces dernières semaines. Je vois pas pourquoi Catherine Deneuve... Franchement, on est prêt à tout. On est prêt à tout le monde, là. Attends, on a vraiment plus aucune race à gauche. Bon, on va continuer justement avec des histoires qui font du bien, des histoires uchroniques, des histoires qui sont pas exactement comme dans la vraie vie. Alice, tu nous poses une question qui est aussi une hypothèse forte. Pourquoi Bridgerton est la série Nouveau Front Populaire? Et ouais. Bah, ces derniers temps, entre un live de Mediapart et un stream de David Dufresne, j'ai un peu eu besoin de me changer les idées. Et franchement, les séries ont été des bonnes alliées. Donc j'ai regardé 2 séries ce mois de juin. C'est House of the Dragon et Bridgerton, la saison 3. Alors House of the Dragon, c'est vraiment une excellente série. Elle a bien été capable de m'occuper l'esprit pendant des heures, parce que déjà je suis une grande fan de J.R.R. Martin, donc j'adore passer du temps à faire des théories sur des personnages, sur des prophéties, lire tous les blogs et les forums de la garde de nuit, écouter des podcasts, revoir le générique au ralenti, etc. Bref, c'est vraiment un monde parallèle hyper riche d'intrigues, C'est clair. que du coup on en oublie un peu le nôtre parfois, ça c'est pas mal. Mais bon, c'est un monde parallèle de fantasy, mais c'est un monde parallèle très politique quand même. Ouais, c'est ça. Et du coup, finalement, au bout d'un moment, ces intrigues intenses, là, ça n'a pas hyper bien réussi à me changer les idées. Parce que c'est un monde brutal, il y a des coups d'état, il y a des alliances, il y a des coalitions. Bref, les parallèles viennent un peu vite à l'esprit, et je crois que Raph, il va pas s'en priver après. Ouais, je vous en parlerai. Et là, le fait de tomber sur Twitter sur une photo probablement fausse, hein, mais de Jonathan Bailey, l'interprète d'Anthony Bridgerton, qui tenait un tract du Nouveau Front Populaire dans ses mains,
Ça m'a fait penser que peut-être cette série, c'était celle dont j'avais besoin. Et c'est peut-être une vraie photo, hein, je sais pas, mais il y a eu de la campagne NFP en Amérique du Nord, hein, évidemment. Mais bon, notre député, c'est un macroniste. Bon, ça n'a pas marché. Tant pis. J'aime bien comme une célébrité qui s'engage à gauche, on est tout de suite là, oh, c'est une fausse photo. C'est pas possible. Dans les commentaires, il y a quelqu'un qui disait j'étais là, c'est vrai, et juste en dessous, quelqu'un qui disait je viens de vérifier, c'est 100% fake, donc je sais pas. C'est polarisé. Bon. C'est notre monde de post-vérité trumpiste, voilà, on peut plus rien n'est vrai. Alors, les chroniques de Bridgerton. Robin en a déjà parlé dans ce podcast. C'était dans l'épisode 13, il y a 2 ans déjà, ouais. Et à l'époque, j'avais pas vu la série, et j'avoue que ta chronique, elle m'avait bien donné envie. Et entre-temps, il y a la saison 3 de cette série américaine, je rappelle vite fait, produite par Shonda Rhimes, diffusée sur Netflix. Donc la saison 3, elle est sortie, et c'est un énorme carton sur Netflix. Alors, c'est une série romantique qui se passe pendant la Régence anglaise. Mais je pense que le truc le plus important à dire pour décrire l'originalité de la série, et je crois que tu avais déjà dit à l'époque, Robin, c'est que c'est une uchronie. Alors la Régence, c'est la période au début du 19e siècle où le roi George III est incapable de gouverner parce qu'il est atteint de maladie mentale, et du coup la Régence normalement est assurée par son fils. Mais dans Bridgerton, celle qui gouverne, c'est la reine Charlotte, et l'élément réellement uchronique, c'est qu'elle n'est pas blanche. Elle est interprétée par Golda Roshwell, c'est une actrice guyano-britannique qui est métisse. Et c'est pas le seul personnage racisé parce qu'il y a aussi un grand nombre de nobles à la cour. Et la conséquence de cet élément uchronique, c'est que la série peut mettre en avant des acteurs et des actrices d'une grande diversité. Et comme la porte est ouverte, il y a également dans cette saison 3 des personnages atteints de handicap ou homosexuels. Et d'ailleurs, j'ai dit personnages racisés, mais techniquement c'est faux. Parce que racisé, ça veut dire qu'il subit du racisme. Eh oui. Et dans cette série, les personnages ne subissent pas de racisme, c'est jamais un sujet. On peut utiliser l'expression de color blindness pour décrire ce choix. Et je pense que c'est ça qui, dans Bridgerton, m'a vraiment changé les idées, plus que dans House of the Dragon. C'est une réalité alternative, non réaliste, et quand même carrément mieux que la nôtre, du coup. J'ai une amie qui m'a envoyé hier un mème qui me décrit complètement. Il y a dans la case du haut, moi dans la vraie vie, manger les riches, détruire la monarchie, pas de guerre sauf la guerre des classes. Et moi quand je regarde Bridgerton, oh le bal de la reine, j'espère qu'elle va choisir un diamant. C'est tellement ça. C'est vraiment ça. Gauchiste qui regarde Bridgerton perd tous ses principes. Ouais. C'est exactement ça. Mais du coup, en tant que gauchiste, je trouve que c'est un choix intéressant que de décider de ne pas représenter les discriminations. Alors souvent le terme blind ou aveugle, il a un sens plutôt négatif, c'est pas être au courant ou décider de pas prendre en compte une oppression ou une discrimination. D'ailleurs c'est mieux d'éviter d'utiliser ce terme parce que ça associe un sens négatif à la cécité. Mais là du coup dans le cas de Bridgerton c'est plutôt un choix scénaristique fort parce qu'il existe déjà beaucoup d'œuvres qui représentent la réalité des discriminations raciales, mais au contraire pas tant qui nous montrent comment aurait été dans le passé, dans l'histoire, un monde sans elles. Alors pour vous donner quelques exemples, là dans la saison 3, le personnage principal de cette saison, Pénélope, elle a un moment, elle s'entraîne à la séduction et elle essaye d'engager le dialogue avec un homme dans un bal et cet homme il est en fauteuil et ça donne lieu à aucun commentaire ou aucune particularité dans le dialogue sur ça entre les deux personnages. Je sais pas si c'est la bonne solution, je sais pas si c'est bien d'avoir fait aucune référence au fait qu'il soit en fauteuil, mais ça m'a semblé assez inédit en réalité, je suis pas sûre d'avoir déjà vu ça, donc je me suis dit que c'était assez intéressant. Et puis de manière générale, Bridgerton nous fournit des représentations quand même hyper stylées de personnes afro-descendantes ou asiatiques ou d'autres origines, avec des robes du 19e, des perruques extravagantes, quand même en prenant une liberté hyper pop dans le choix des costumes. Je trouve qu'il y a une espèce de plaisir de réintroduire des personnes non blanches dans des décors et des lieux iconiques de la noblesse, les châteaux, les petits fours, les fontaines, comme une espèce de revanche symbolique contre l'histoire. Et franchement, introduire des gens qui n'ont rien à faire là, dans des décors avec plein de dorures, ça vous rappelle pas quelque chose ? C'est complètement NFP, ça. C'est les députés LFI à l'Assemblée, là, qui font des stories et tout, ils sont trop contents d'être dans les dorures. Je sais pas, Daniel Obono, Raphaël Arnaud, Rachel Keke, avant que malheureusement elle soit pas réélue. C'est vrai qu'il y avait un certain style, Rachel Keke à l'Assemblée, elle faisait tout le temps des trucs, elle arrivait avec des tenues incroyables et tout. Ouais, bah voilà. Bridgerton, Rachel Keke. Et contrairement à Bridgerton, il y a littéralement un député qui a reçu des remarques racistes il y a à peine quelques jours. Donc oui, c'est réel en fait. T'as raison. Ouais, et du coup, comme tu dis Robin, si c'est comme le NFP, ben c'est pas parfait.
Et dans Bridgerton non plus. Parce que si on parle de l'introduction à l'Assemblée nationale de nouveaux et nouvelles députés, je peux pas m'empêcher de penser à la nouvelle photo de famille qui a été immédiatement critiquée et à raison par Rokhaya Diallo dans une émission à la télé qui dit « Cette photo, elle m'a fait mal aux yeux tellement elle était blanche ». Et c'est vrai que dans Bridgerton, il y a que des blancs dans les familles principales. Les personnes non blanches sont soit des intérêts romantiques, il y a quand même beaucoup de couples mixtes, soit des personnages secondaires. Et c'est un peu la même chose avec les personnages queer où Andy, finalement cet homme en fauteuil, on l'a vu dans une scène, et puis c'était le seul de la saison 3. Donc évidemment ici je prends un peu le parti de défendre Bridgerton comme Robin il y a 2 ans, un peu pour réhabiliter un objet culturel qui pourrait être jugé comme niais et neuneux par les cinéphiles, et du coup ça fait plaisir de le défendre. Mais je ferme pas les yeux sur les nombreux problèmes que pose cette série quand même. Souvent les idées de scénario un peu woke finissent désamorcées par des dénouements pas woke, comme la chanson. Merci, tu viens de la mettre dans la tête. J'espère que vous l'avez dans la tête. Quelques exemples, dans la saison 1, on a un personnage qui souhaite pas avoir d'enfant, ok, c'est woke, dans une série romantique, mais qui est finalement ramené à la raison par sa femme, pas hyper woke, mais en même temps elle le fait en gagnant clairement des joutes verbales contre lui, en lui expliquant que c'est parce qu'il agit par fierté et par vengeance, donc ça c'est plutôt woke. Mais en même temps toutes les saisons se terminent toujours en ramenant les femmes à leur rôle de mère de manière quand même très normée. Ça c'est pas ouf woke. Ouais. On peut penser à la fin de la saison 3 avec littéralement une pyramide de bébés. C'est clair. En plus c'est non seulement qui va avoir un bébé, mais qui va avoir le premier garçon parmi les filles pour avoir l'héritier de la famille qui va recevoir le titre de noblesse et l'argent et tout ça. C'est vraiment la course à faire un garçon, la course à devenir mère et à avoir un gars. Ouais, carrément. En fait, de manière générale, cette série, qui cible sûrement en priorité des jeunes femmes, on a l'impression qu'elle veut donner des rôles et des images modèles en mettant en avant le consentement, une sexualité plutôt libre et joyeuse, on peut dire un certain empowerment des femmes dans une société patriarcale. D'ailleurs, cette inégalité-là, femme-homme, elle n'est pas supprimée par l'Uchronie. Mais en même temps, la série, elle résiste pas à coller au canon normatif de la série romantique. Il faut caser tout le monde à la fin, et si possible dans des couples hétéros. Dans la saison 3, j'ai eu une grande déception. Il y a une femme noire hyper stylée, qui s'appelle Lady Danbury, qui est à un moment fâchée contre son frère, et on comprend pas trop pourquoi. Son frère est en train de se rapprocher amoureusement, romantiquement de sa meilleure amie. Et moi, j'étais sûre que c'était parce que la série amenait le fait qu'elle était en fait tombée amoureuse de son amie. À un moment, elle dit à son frère « Mais tu vas vraiment tout me voler ?» Et moi, j'étais là « Mais oui, c'est ça, enfin, c'est incroyable et tout. » Bah non. C'est une espèce de querelle d'enfance incompréhensible. C'est vrai que c'est pas clair du tout. C'est pas clair. En fait, je sais pas si c'est du queerbait où ils font semblant d'amener des intrigues avec des sexualités non hétéros, mais ils font tout retomber comme un soufflet à chaque fois. Et je parle pas de la manière dont se termine l'histoire du plan A3. Alors, je vais pas quand même tout spoiler de la saison 3, mais... Oui, c'était la première saison explicitement queer, quand même. Mais bon, maintenant, si vous avez pas vu la série, je pense que vous avez envie de la voir. Je vous ai tout donné. Bon, je vais pas terminer ma chronique par un regard critique sur Bridgerton quand même. Ce serait pas rendre justice au plaisir que m'a procuré cette série le mois dernier. Bridgerton, on peut la classer dans la catégorie dont j'ai déjà parlé dans un épisode précédent, des films romantiques qui finissent bien à la fin. C'est dans le contrat, il n'y a aucune incertitude à avoir concernant les différentes péripéties qui adviendraient dans le récit. Et je pense que c'est de ça qu'on a besoin en ce moment, de savoir que ça va bien se terminer à la fin. Parce que là, quand même, actuellement, même si les personnalités du NFP se mettent d'accord et proposent un gouvernement de gauche, celui-ci aura certainement 3 mois à vivre, sera censuré à la rentrée. S'il y a des accords et des coalitions, elles seront contre nature, elles auront que pour effet de faire monter le RN comme dans plein de pays européens. Donc, c'est pas la joie, quoi. Non. Alors que dans Bridgerton, quand Colin est fâché contre Pénélope, et Pénélope, elle est en froid avec sa meilleure amie et sa mère, et que la famille semble au bord de la ruine, on sait que dans 2 heures, tout est résolu. Dans 2 heures, il y a Fabien Roussel qui arrive. Barbecue pour tout le monde. Hey, c'est bon. Et d'ailleurs, à la fin de la saison 3, on a des belles scènes de réconciliation, et pas seulement dans les arcs romantiques, dans plein d'autres arcs. En fait, cette saison 3, elle est tellement feel good que j'ai passé tous les épisodes à me demander quels allaient être les obstacles et les péripéties. À chaque fois, je me disais, mais tout va bien, c'est bizarre. Il va se passer quoi après ? Et la fin de la saison nous donne aussi un peu d'espoir, peut-être pour une meilleure représentation des romances LGBT+, avec peut-être une intrigue lesbienne parmi les personnages principaux. Donc je pense que c'est de ça qu'on a besoin en politique en ce moment. Un peu de repos, de l'espoir, quelques mois sans réforme antisociale et liberticide, et avoir enfin le luxe de se dire « tout va bien, c'est bizarre ».
Ce qu'on n'arrête pas de rappeler depuis le début de l'émission, c'est que même si on est un peu moins fâché et moins déçu que prévu, ça va pas bien quand même. Effectivement, t'as raison de le rappeler, on n'en est pas encore là. Ouais, moi je l'ai vu aussi la saison 3, je l'avais même vu avant toi, hein. J'ai essayé de pas te spoiler à ce moment-là. Elle était construite, j'aimais bien, ouais, tu parles de tout va bien, c'est bizarre, elle était construite vraiment comme ça. D'ailleurs, la saison a été coupée en deux, puis on avait l'impression que tout était résolu au milieu. Et en fait, il refaisait un nouveau problème pour la deuxième moitié de la saison qui sortait un mois plus tard. Donc on avait encore super envie de. C'est quand même une série qui est très très bien écrite en termes de storytelling là. C'est très by the book quoi. On finit l'épisode, il y a un nouveau twist, on a envie de voir le suivant. Hop, on finit la moitié de la saison, on est happé. C'est très propre quand même dans l'écriture quoi. Je trouve que c'était d'ailleurs une très bonne idée de la couper au milieu. Parce que c'est vrai qu'il y avait un peu un débat en ce moment sur les plateformes sur est-ce qu'il faut tout sortir d'un coup ou est-ce que il faut faire comme à l'époque de la télé, et c'est inventif et un bon compromis parce que effectivement d'habitude avec les cliffhangers on est dans une situation dramatique et on se dit merde comment ça va se résoudre, et là ça se terminait bien au milieu de la saison, et du coup le cliffhanger c'était mais comment ça va re-être la merde, ce qui je trouve assez inventif. Ouais, c'est vrai. Vrai cliffhanger de gauche pour le coup. Hein. Dimanche soir, on est là, waouh, trop bien, on a gagné. Qu'est-ce qui va se passer de merdique ? Qu'est-ce qui va merder? Mais c'est vrai que le quinquennat de Macron est un peu comme la saison de Bridgerton, il est coupé en deux par cette dissolution, puis là... Bref, on peut faire beaucoup de métaphores politiques aujourd'hui. C'est clair. Non, mais en tout cas, c'est vrai que je partage 100% de tout ce que tu as dit dans ta chronique avec tous les mêmes... j'ai aimé les mêmes choses et j'ai les mêmes genres de réserves là, mais c'est vrai que c'est une bonne idée quand même de scénario Bridgerton à la base, et oui, ça fait pas une série originale parce que sur plein de plans elle est hyper classique et super normative, mais elle est quand même cool. Moi j'ai un peu peur pour la saison 4 que ça fait quand même au moins 3 fois qu'ils nous font croire que ça va être là le moment intrigue lesbienne de la série, puis là ils nous le mettent à la fin de la saison 3. J'ai un peu peur pour la suite, je sais pas. N'ayez pas trop d'attentes quand même. Ouais, c'est ça. Ouais, on va être déçus. Pas trop d'attentes. Bon, c'est le mot d'ordre d'aujourd'hui. Yes. À toi, Clémentine, je te parle parce que je sais que tu regardes pas comme moi. Ça t'a pas fait envie des trucs où tout se passe bien comme ça, on sait que ça va bien finir à la fin par les temps qui courent? Si, moi, en fait, alors je vais pas parler de séries, mais c'est vrai que moi, quand je regarde des films, j'ai jamais trop cherché à regarder des films pour me divertir et me réfugier dans un monde. J'ai jamais eu trop ce truc. Mm-hmm. Et c'est vrai que là, pour la première fois pendant la campagne, je me suis dit, je vais regarder des films pour penser à autre chose. Et rien que ça, je me dis. Et du coup, j'ai regardé. Alors, c'est un auditeur qui m'a conseillé ça, donc des films de Jackie Chan. Voilà. Ah, yes. Pas mal. Ben là aussi, quelqu'un qui a fait beaucoup pour la représentation des personnes racisées qui ont du pouvoir. C'est pas Bridgerton non plus, mais ouais, c'est important. Ouais, c'est cool. Merci les auditeurs et auditrices qui nous donnent des conseils. Raph, je crois qu'Alice a très très bien planté le décor pour ta chronique à toi, puisque elle l'a déjà annoncé. Tu vas continuer à nous parler de série avec House of the Dragon. Comment la série avait carrément prévu la victoire de la gauche? C'est l'hypothèse que je vais essayer de démontrer aujourd'hui. Je pense qu'elle avait prévu la victoire de la gauche en France, alors que c'est une série américaine qui en a rien à foutre de nous, mais on verra bien. Ouais, pour situer vite fait, donc je pense que la plupart des auditeurs et auditrices, vous savez, j'imagine, voire vous avez tout vu et tout bingé de la série Game of Thrones, donc il y a quelques années, qui était donc la série événement de fantasy dans les années 2010. Elle a tellement quelques années que plus aucun de mes élèves n'en a entendu parler. Ouais, c'est vrai, c'était vieux. Bah ouais, mais les gens qui nous écoutent sont vieux aussi, je pense. Donc, du coup, c'est bon. Bon, en tout cas, ouais, grosse série de fantasy adaptée de l'univers donc de George R.R. Martin. Et House of the Dragon, c'est la série préquelle, donc ça se passe 200 ans avant, et on suit une des familles de la série principale, qui sont les Targaryens, qui sont la famille connue pour être donc les seuls à pouvoir chevaucher des dragons, ce qui fait évidemment un très cool pitch de série. Ouais. Et non seulement ils peuvent chevaucher des dragons, mais comme évidemment
toutes les personnes qui peuvent faire ça, ils vont s'en servir pour conquérir tout le monde, prendre le pouvoir, faire régner la terreur. Et finalement, c'est plutôt logique quand on sait la nature humaine. Ouais, il y en a pas un pour augmenter le SMIC, quoi. C'est ce que tu veux dire. Je crois pas, ouais. Pas tellement. Voilà, la série, elle suit cette famille-là qui va globalement se déchirer pour des luttes internes de succession. Et tout ça va évidemment emmener le monde entier progressivement vers la guerre et la ruine. Le fait de poser tout de suite ça, on a des dragons, donc on est les plus forts, donc on tue tout le monde. C'est vraiment même la métaphore, j'ai même pas besoin de la filer, quoi. C'est la loi du plus fort. En plus, ils se servent d'animaux sentients pour en faire des machines de guerre réduites à l'esclavage pour leur petite conquête à eux. Et la série donne en plus à cette famille un style particulier, très arien, on pourrait dire, puisque ils ont les cheveux tous super blonds et ils sont bien blancs. Et même dans le bouquin à la base, ils sont censés avoir les cheveux argentés. Donc voilà, c'est d'ailleurs un signal assez fort quand un personnage arrive avec les cheveux argentés. On sait tout de suite qu'il a un vague lien de sang quelque part. Donc ça crée beaucoup d'intrigues, de bâtards, de choses comme ça. Et un truc très intelligent qu'a fait la série au moment d'adapter donc ce préquel, puisque c'était un bouquin aussi à la base, c'est qu'ils ont mis en parallèle de cette famille-là une autre qui est en fait finalement un petit peu pareille, qui est tout aussi noble, qui est tout aussi ancienne, qui est la famille des Vélarions, mais qui ont aussi ses cheveux argentés et qui sont noirs. Un élément qui n'existe pas du tout dans le livre, d'ailleurs. Et la série fait ce choix très intéressant parce que, au-delà du fait que ça change rien, là aussi comme dans Bridgerton, c'est-à-dire que personne ne leur fait de réflexion sur la couleur de leur peau, ni rien du tout, c'est pas totalement colorblind non plus parce que c'est un peu les éternels seconds couteaux. C'est la famille qui est tout aussi ancienne, mais qui n'a pas le pouvoir. C'est ceux qui peuvent pas chevaucher les dragons. C'est ceux qui vont se faire reléguer à un espèce de rôle secondaire. Donc voilà, il y a je pense, un certain nombre de choix comme ça qui sont, sans aller jusqu'à dire que c'est des séries jumelles, mais qui ressemblent un petit peu à ce que Alice, tu viens de décrire. Alors, les Targaryens, c'est des connards. Mais... et là, on se rapproche un petit peu de notre réalité politique. Tout le monde, finalement, va avoir son préféré parmi les connards. C'est un peu comme chez nous. On nous force à avoir un préféré parmi que des mecs nuls, alors qu'en vrai, on les déteste tous. C'est vrai. Les affiches, d'ailleurs, de la saison 2 qui vient de sortir, étaient assez explicites là-dessus. On voit les deux femmes qui gèrent chacune des deux familles, l'une contre l'autre, avec marqué en gros « choisissez votre camp » ou quelque chose comme ça. Il y a marqué « chacun son camp ». C'est quand même assez incroyable que personne n'a vu que tu mets deux femmes et tu mets au masculin. Ça m'a vraiment... Oui, c'est vrai. Les traducteurs qui ont pensé à rien, tout ça. Et du coup, moi j'ai vécu un peu comme ça, genre ils nous invitent à voter intérieurement pour notre méchante préférée alors que c'est deux méchantes, quoi. Ouais. Et comme d'hab, on n'a que deux alternatives. Alors Macron disait c'est moi ou le chaos, là c'est en vrai le chaos ou le chaos, quoi. Et en plus, quelque chose de très malin, c'est que on sait déjà qu'ils vont rester éternellement au pouvoir, puisque si on a regardé Game of Thrones, on sait que 200 ans plus tard, au début de la série, c'est le premier moment où on a enfin réussi à se débarrasser d'eux. Donc, en fait, on nous montre des luttes intestines en nous disant, de toute façon, ils seront encore là. Et de toute façon, les dirigeants vont rester impunis, malgré toutes leurs actions mauvaises, malgré le fait qu'ils ont emmené des millions de gens à la mort. À la fin, c'est toujours la même classe sociale qui est sur le trône. Et ça, on nous le dit tout de suite. Donc, finalement, l'impunité des bourgeois, c'est le seul truc sur lequel il n'y a jamais suspense. La série va même jusqu'à inventer un truc qui, je crois, n'est pas dans le livre à l'origine, ou en tout cas qui est très mineur. C'est une histoire de prophétie, justement, qui... on nous fait croire pendant toute la série à l'idée que les personnages suivent une prophétie qui nous dit il faudra, dans le futur, que les Targaryens soient sur le trône pour lutter contre le mal venu du Nord. Quand on a regardé la série d'origine, on sait que donc, c'est le froid qui arrive et qui va envahir le royaume. Cette prophétie, désolé, mais elle pourrait être écrite par Bourdieu. C'est-à-dire, non seulement l'ordre dominant trouvera toujours à se perpétuer, mais en plus, il va vous faire croire que c'est pour vous protéger contre un mal encore plus grand, venu d'au-delà de nos frontières, qui va nous envahir parce que c'est des sauvages, et je sais pas quoi. Je suis désolé, mais là encore, la lecture métaphorique, j'ai même pas besoin de la forcer, quoi. Non, c'est clair. Et du coup, alors dans la série, est-ce qu'ils sont tous de droite ? Oui, si on veut, mais il y a un twist. Puisque la saison 2 qui vient de sortir, qui est en train de sortir plus exactement à l'heure où on enregistre, continue un arc de la saison 1 que je pourrais résumer comme ça. Rassurez-vous, ça spoil pas grand-chose, on s'en doute assez vite. Le royaume est en paix. Il y a un gros focus qui est mis sur les règles de succession, comme souvent dans les séries médiévales fantastiques. Donc, qui va hériter de qui est le premier dans la lignée, etc. Un peu comme dans Bridgerton, finalement. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que finalement, le roi va changer les règles parce qu'il trouve que son frère, qui était censé hériter après lui, est trop instable.
Donc il change les règles et il décide de nommer comme héritière sa fille. Ça plaît pas à tout le monde parce qu'évidemment il y a aussi des bons gros mascus qui trouvent qu'une femme sur le trône ça se fait pas. Et donc, qu'est-ce qu'ils font les nobles quand ça leur plaît pas ? Eh ben, dès que la première occasion se présente, ils vont rechanger les règles pour installer non plus la fille, mais le deuxième fils, et réinstaller le patriarcat sur le trône. Donc, il y a des lois, mais quand elles donnent un résultat qui nous arrange pas, on en invente d'autres, on fait comme si de rien n'était, on se barricade dans sa forteresse pour continuer à régner tranquille. Est-ce que c'est pas exactement ce qu'est en train de faire Macron ? Mais personne n'a gagné. Personne n'a gagné. Personne n'a gagné, on est obligé de faire autrement, bah c'est moi qui vais prendre le pouvoir. Voilà. Eh oui. C'est plus simple. Plus sérieusement, c'est vrai que c'est une chose très intéressante, je trouve, dans cette série-là, c'est que House of the Dragon, ça se déroule entièrement, finalement, pendant ce qu'on pourrait appeler une crise institutionnelle. Et ça nous dit quelque chose d'assez terrible, c'est que la loi, ça ne protégera jamais personne contre un monarque qui a décidé de ne pas la respecter. Et la seule solution, c'est de lui faire la guerre. Alors, je sais pas si on peut là-dessus aller sur ce terrain-là. À gauche, on n'est jamais trop chaud pour la guerre, mais désolé, Macron ne nous laisse pas d'autre choix. Je dis la gauche, parce que, effectivement, si vous avez vu la série, vous allez voir qu'assez rapidement, on nous fait préférer un des deux camps. Celui qu'on appelle le camp des dragons noirs contre les dragons verts, en gros, c'est un peu le plus sympathique. C'est celui de la princesse qui aurait dû hériter, qui se fait voler son trône. Bon. Et ça rejoint en fait une dimension qui est implicite, mais qui est très forte dans l'œuvre de George Martin, et c'est pour ça que je trouve que c'est un écrivain de fantasy assez intéressant, c'est que toute son œuvre, sans vraiment le dire, tourne autour de figures de femmes qui sont écartées du pouvoir, alors qu'en vérité elles sont plus compétentes, et du coup elles vont tout faire pour le récupérer, jusqu'à soit être broyées par le patriarcat, soit devenir des reines sanguinaires, parce que finalement elles n'ont pas d'autre choix que de mettre le monde à feu et à sang pour faire valoir leurs droits. Ouais. Ici aussi, évidemment, ça parle de nous. Ça parle du grand débat de TF1 où, théoriquement, les partis envoient qui ils veulent, mais quand ils choisissent d'envoyer une femme, non, on va plutôt prendre quelqu'un d'autre. Ça parle du fait que les femmes de gauche sont 10 fois plus charismatiques que tous les gros nuls autour d'eux, mais qu'elles sont systématiquement diabolisées dans les médias. Rousseau, Tondelier, Hassan, Vallaud-Belkacem pour les plus anciens. Alors que, finalement, un mec... homme politique qui ferait exactement les mêmes déclarations, exactement les mêmes choses, étonnamment ça passe, et c'est toujours vu comme un peu moins menaçant pour l'ordre dominant. Et puis House of the Dragon, ça parle aussi de la gauche qui finira forcément par trahir. Au début de la crise, on se bat pour des idéaux, faire triompher la loi, faire triompher la volonté du peuple, et puis plus la guerre avance, et plus en fait, juste les gens veulent le pouvoir. Et même les personnages qu'on a appris à trouver sympathiques, en fait, leur but, c'est de finir ministre ou chef d'État. Les scènes, d'ailleurs, dans la série de conseils de guerre ou de conseils stratégiques sont hyper intéressantes, parce que systématiquement, c'est là qu'on voit que nous, on est là, c'est le camp du bien, ils poursuivent un but noble, et puis finalement, les personnages, juste, ils ont choisi un camp au hasard pour faire avancer leur carrière, et souvent d'une manière la plus dégueulasse possible. C'est une dimension très intéressante dans cet univers d'ailleurs. Chaque seigneur a un petit peu ses vassaux, et les vassaux, en fait, ils sont là à brandir des grands idéaux, à dire oui, on se bat pour la justice, mais en vrai, ce qu'ils veulent, c'est récupérer un petit bout de terrain sur le voisin. C'est une dimension qui est très présente dans la série. Donc, même le camp qu'on préfère, et là je m'adresse à vous, n'oublions pas que leur vrai but, c'est d'avoir l'indemnité parlementaire, le chauffeur privé, le régime spécial de retraite et les dîners payés par l'État avec du homard et du champagne. Ouais. Alors, j'ai réfléchi en regardant cette série, je me suis souvenu d'un truc. Je me suis souvenu qu'en 2014, saviez-vous qui avait écrit sur Game of Thrones, justement au moment où c'était au pic de popularité ? Non. Dis-nous. Eh bien, c'est Pablo Iglesias, le fondateur de Podemos en Espagne, donc parti de gauche espagnol, qui a pris le pouvoir par la suite, et qui est à la base un prof de sciences politiques, en fait, et qui a dirigé tout un bouquin sur Game of Thrones, où il a théorisé notamment ce qu'il appelle le syndrome de Ned Stark. Si vous avez vu la série d'origine, Ned Stark, c'est un petit peu le mec droit, moral, le bon père de famille qui a des valeurs, et évidemment, il se fait écraser parce que c'est la défaite de la morale par rapport au calcul politique. Ça avait choqué beaucoup de monde d'ailleurs à l'époque de voir que Ned Stark, non, c'était pas le gentil, c'était celui qui se fait avoir en fait. Ça fait toujours penser à des citations de Machiavel. Celui qui veut être tout à fait bon avec ceux qui ne le sont point ne manque jamais de périr tôt ou tard. C'est Ned Stark. C'est exactement ça. Et en vrai, nous, on se fait toujours avoir pour ça aussi. Eh oui. Par nos principes moraux. Nous, on veut des médias égalitaires avec un équilibre du temps de parole. En face, il y a BFM et CNews qui financent juste des chroniqueurs d'extrême droite qui vont avoir 95% du temps de parole.
Nous, on veut la démocratie. En face, ils veulent des ordonnances, des 49.3 toutes les semaines et confisquer les élections. Donc, c'est un petit peu ce que tu disais sur Machiavel. Dans un monde de tricheurs, celui qui respecte les règles, il finit forcément par être battu. Livre de chevet de Macron, rappelons-le, il l'avait dit dans une interview avant sa première campagne. On pourrait lui conseiller de remplacer Machiavel par Le Trône de Fer et Feu et Sang, donc le préquel le préquel adapté. Je sais pas si ce serait mieux pour lui, mais au moins ça l'occuperait parce qu'il y a beaucoup de tomes quand même. Donc voilà. Bon, je finis pas avec une grande leçon de morale. L'univers du Trône de Fer, c'est pas un univers très optimiste. N'empêche que je me suis dit une chose, c'est que ils auront toujours besoin de nous quand même. Et la série House of the Dragon le montre un peu. Il y a des basses besognes à faire et il y a toujours des personnages qui gravitent autour des personnages principaux dont on comprend que, même s'ils sont très secondaires, ils sont indispensables. Dans la série, c'est par exemple les chasseurs de rats qui empêchent que le château soit envahi par des nuisibles. C'est les forgerons qui vont fabriquer les armes pour la guerre. C'est les éleveurs qui vont fournir les moutons pour nourrir les dragons, parce que ça, c'est un gros enjeu aussi. Et ceux-là, quand ils disparaissent, en fait, ça fout la merde. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'il reste à faire pour résoudre la crise institutionnelle dans laquelle Macron nous a plongé ? Moi, je voyais une proposition. On arrête de bosser, on libère les dragons, on s'en sert pour bloquer la ligne 14 pendant les JO, et on verra bien s'il continue à faire le malin en mode personne n'a gagné. Allez. Donc, grève générale, je sais pas... Ils sont où les dragons ? C'est ça, qu'est-ce que c'est les dragons dans ton analogie ? C'est clairement la RATP. Ouais. Je veux dire, sans eux, on n'y arrivera pas. Il y a les JO, il n'y aura pas 50 occasions là. C'est ça. Mais il y a un cheminot, un syndicaliste cheminot qui a été élu, là, député, donc ils vont pouvoir nous bloquer les voies ferrées et puis des choses comme ça. C'est lui qui a battu Dupont-Aignan, je crois. Yes. Oui, dans l'Essonne. Tout à fait. C'est trop bien. Et en écoutant ta chronique, juste après celle d'Alice et juste avant la mienne, parce que je sais ce qui s'en vient, la morale de l'émission d'aujourd'hui, c'est quand même que quand on est de gauche, on n'arrive jamais à se divertir, en fait. C'est ce que tu disais, Clémentine. on aurait envie de dire, putain, je vais regarder que des films de Jackie Chan. Et en fait, non, tout est politique. Les mecs de droite qui disent, c'est juste une série, c'est cool, c'est du divertissement. Et ça doit être tellement reposant dans leur tête. My God. En tout cas, je sais pas. Mais oui, t'avais vu, il y a quelques semaines, là, il y avait les mecs de droite qui avaient dit, arrêtez de politiser Porco Rosso. Ah oui, Miyazaki. Dans Porco Rosso, il y a littéralement un moment où le personnage principal dit il vaut mieux être un cochon qu'un fasciste. Et eux, ils sont là. Oh là là, bonne punchline. Ça ne parle pas du tout de la réalité. Bah oui, mais pour eux, les fascistes, c'est la gauche. Bah oui. Ça... Ah, c'est vrai. C'est les vrais fascistes. Voilà. J'avais oublié. Alice, tu nous as dit que t'avais toi aussi bingé House of the Dragon. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah en fait, en plus, on peut pas binger parce que là, pour le coup, ils sortent les épisodes par semaine et enfin, je suis vraiment en attente. J'y pense tout le temps. Mais ouais, c'est une bonne métaphore et c'est clair que là, le dernier épisode, on en est à peu près, on en est à la moitié de la série. Ce dernier qui est sorti, à la fin, il y a un personnage qui a fait un truc horrible et une espèce de coup d'état et j'ai dit bah voilà, il a fait de Macron. Ouais. On peut pas s'empêcher. Vous pensez que Macron, juste, il regarde chaque semaine, il se dit, attends, qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine ? J'attends de savoir House of the Dragon. Préparez-vous, regardez les épisodes à l'heure, parce que sinon, vous allez être en retard sur la prochaine décision de Macron. Il y a un truc qui est très, très vrai aussi, c'est qu'il y a un personnage qui manque beaucoup et qui n'arrive pas à agir dans cette série, c'est le peuple. Oui. Le peuple dont on sait qu'il va prendre cher parce que les dragons, c'est l'arme nucléaire, en fait, ça rase tout, ça crame tout. Et on sent que ça va arriver, et en fait, le peuple, il n'arrive pas à prendre la parole dans cette série. Il y a des espèces de micro-scènes de personnages un peu secondaires qui semblent représenter le peuple, mais pas tout à fait. Et c'est ce que nous, on n'arrive pas à faire là maintenant aussi. Il n'y a pas de mouvement social. Donc ça aussi, c'est une analogie qui fonctionne. C'est joyeux. C'est une bonne conclusion. Ouais. Bon, et puis alors on va terminer cette émission avec encore, je crois, une chronique qui s'interroge sur est-ce qu'on est vraiment capable de se divertir, de penser à autre chose ou pas. Et je crois que la réponse ce sera encore non, puisque Robin, ce que je sais de ce que tu vas dire, c'est que tu veux nous conseiller ce qui serait le NFP de l'humour pour se changer les idées. C'est un peu le thème d'aujourd'hui, d'essayer de voir le NFP partout et d'en voir les limites tout autant. Ouais, c'est que cette semaine, j'ai reçu un courriel d'une plateforme à laquelle je suis abonné, me disant que j'allais bientôt arriver à échéance de mon abonnement d'1 an et que ça serait donc le moment de penser à renouveler. Bon, en réalité, j'ai un peu de marge puisque je dois renouveler au mois de septembre, mais quand même, ça m'a fait prendre conscience que j'étais donc abonné depuis près d'1 an à cette plateforme et qu'il était temps sans savoir que je vous la conseille. Non, je le sais absolument. Cette plateforme, c'est dropout.tv. Et clairement, c'était un bon investissement
puisque je m'étais payé cet abonnement un peu au hasard, j'exagère évidemment, mais en tout cas sans en connaître grand-chose, seulement quelques extraits de vidéos que j'avais vus sur les réseaux sociaux, et Dropout s'est révélé ma première source de divertissement ces 10 derniers mois. J'ai effectivement regardé du contenu sur cette plateforme toutes les semaines. J'ai davantage utilisé Dropout que Netflix, qui me coûte d'ailleurs 2 fois plus cher. Donc je devrais peut-être faire un choix, ce serait le moment. Et surtout, j'ai adoré les programmes et j'ai énormément ri. Alors ce qui est très drôle, c'est que je vais vous parler un peu de Dropout rapidement, mais c'est tellement en ligne directe de ce que vous avez dit sur les séries télé que l'épisode, il va avoir l'air d'être très cohérent alors qu'on l'a fait en 1 jour et demi. C'est correct. Rapidement pour l'historique, Dropout, c'est le nom qui a été donné à College Humor lors de son rachat par Sam Reich, qui était déjà un des cadres de la création de contenu pour College Humor depuis longtemps. Vous connaissez peut-être cette plateforme qui était un site avant, une sorte de maison de production qui faisait beaucoup de sketchs. C'est un peu le modèle de Studio Bagel ou de Golden Moustache en France. Oui, c'est ce que j'allais dire, j'avais cette image-là, moi. Ouais, c'est ça. Donc des grosses équipes très diverses qui faisaient du contenu humoristique pour plein de plateformes, donc notamment beaucoup sur YouTube, on parle de ça il y a plus de 10 ans, et qui finissaient soit par vendre des programmes à des chaînes de télé, voire par être rachetés par des chaînes de télé carrément. Donc dans le cas de Studio Bagel et Golden Moustache, ils étaient rachetés par M6 et Canal, soit par créer leur propre plateforme par abonnement. C'est ce qu'avait fait College Humor. Bref, maintenant ça s'appelle Dropout, c'est dirigé par Sam Reich qui produit donc toutes les émissions, qui en anime plusieurs et qui est vraiment très drôle. Alors, rapidement, il y a 2 types de raisons pour lesquelles je crois j'aime Dropout et qui font que vous pourriez aimer aussi. Alors, je vous détaille un peu ça. C'est d'abord les thèmes et ensuite l'approche. Alors, j'y vais dans l'ordre. Je commence par les thèmes. Les grandes lignes directrices de Dropout, déjà, la première, c'est l'impro. Celles et ceux qui me connaissent savent que j'aime pas mal l'impro. J'ai même rencontré ma copine à un spectacle d'impro. Beaucoup de choses sont basées sur l'improvisation. La plupart des comédiens et comédiennes sont formés à l'impro ou au théâtre musical. Dans les 2 cas, c'est des trucs de formation très nord-américaine, ça, pour les comédiens et comédiennes. Et ça donne, par exemple, un programme comme Make Some Noise, qui est un pur show d'impro basé sur des prompts, donc ce serait quoi le mot en français? Des contraintes d'improvisation, ouais. Le summum, c'est évidemment les épisodes qui sont à la fois de l'impro et du théâtre musical. Donc, ils jouent parfois aux impro karaoké, où les thèmes d'impro sont un titre de chanson what the fuck, à la manière d'un artiste ou d'un groupe très connu. Et pour vous dire, dans la bande-annonce de la saison 3 de Make Some Noise, qui est en cours, on a vu que Rachel Bloom, que vous connaissez sûrement pour la série Crazy Ex-Girlfriend, fait partie de l'épisode karaoké de cette saison 3. Je m'en peux plus d'attendre cet épisode avec Rachel Bloom, ça va être incroyable. Sans parler d'une autre série qui s'appelle Very Important People, dont le concept est basé sur la création de personnages. C'est vraiment du truc d'impro de base. Donc un comédien improvisateur habillé et maquillé par l'équipe découvre son personnage au dernier moment avant de participer à un faux talk show dans lequel il va devoir donner une entrevue en personnage, etc. Deuxième truc qui pourrait vous plaire, je vous connais, c'est le jeu. Vous l'avez déjà un peu compris. La plupart des shows de Dropout sont gamifiés, à commencer par l'émission Game Changer, qui est un concept qui va vous parler puisque c'est une émission donc de jeu télé dans laquelle le jeu change à chaque fois. Et dont les participants et participantes ne connaissent pas les règles à l'avance. Autant dire, c'est ce qu'on fait nous à chaque épisode, mais avec plus de budget, quoi. Et plus de talent, probablement, mais... Ouais, c'est des comédiens pros, hein, écoute. Chacun son métier. Il y a aussi un jeu qui s'appelle Paranoia, qui est une adaptation du jeu des loups-garous, que vous devez connaître aussi très bien, mais où les gens doivent démasquer non pas des loups-garous, mais... les électeurs du RN. Non, dans leur village. On les connaît, ils sont autour de nous. Non, dans Paranoia, il faut démasquer les 2 personnes qui ont fumé un joint avant le tournage et qui sont donc défoncées. Ils doivent le cacher. Puis il y a des personnages dont le rôle c'est de faire semblant qu'ils sont défoncés eux-mêmes pour essayer de attirer l'attention ailleurs. Et le principe est vraiment très drôle. C'est vraiment adaptation des loups-garous, mais avec de la drogue. Je rappelle que c'est légal aux États-Unis et au Canada. Ça passerait tellement pas de financer ça en France. Déjà les recettes pompettes, ça a été déprogrammé, alors ça. Ouais. Alors que l'alcool c'est dans le patrimoine national, donc c'est ça, hein. C'est que là ça touchait à un truc. Non, le cannabis en France c'est compliqué. Bref,
Le troisième point qui pourrait, normalement, j'en suis sûr en fait après l'émission d'aujourd'hui, vous plaire, c'est la culture geek. Ça geek quand même pas mal sur Dropout. Ça donne par exemple un jeu qui s'appelle Actually, qui consiste à devoir trouver l'erreur qui a été délibérément placée par les auteurs du jeu dans des énoncés pointus concernant la culture geek. Donc je suis à peu près sûr que je vais vous adapter un jour ce jeu pour le podcast parce que c'est extrêmement drôle, un jeu à moi. J'ai très hâte. Ouais, un peu what the fuck sur l'érudition geek. Donc c'est ça, ça marche très 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 bien. Et puis, quatrième point, personnellement, je suis un peu moins sensible à ça, mais ça devrait quand même vous parler, parce que si on mélange impro, jeu et culture geek, je sais pas à quoi ça vous fait penser, mais on va tout droit vers le jeu de rôle. Et Dropout produit aussi Dimension 20, qui est un univers de actual play dont... Ouais, c'est ça. Le Game Master, c'est Brennan Lee Mulligan, et j'ai l'impression, moi j'y connais vraiment pas grand chose, et puis j'ai pas vraiment suivi ce volet-là sur Dropout, mais que ça a l'air d'être un excellent maître de jeu, puis qu'il y a des heures de campagne Donjons et Dragons sur Dropout, dans plein de types d'univers, pas que de la fantasy, justement, parce qu'il cherche à diversifier beaucoup. Donc voilà, je vous connais, vous qui êtes l'équipe du podcast et qui nous écoutez, pour certains et certaines, c'est un argument qui devrait vous suffire. Et puis dans tout ça, j'y viens quand même, il y a parfois, souvent même, un truc un peu deep qui émerge, même engagé si on veut. Pas seulement sous le mode de la blague, quand Sam Reich se fait rappeler à son statut de Nepo Baby, parce qu'en fait c'est le fils d'un ancien ministre de Bill Clinton, puis c'est lui le CEO de la compagnie, donc il se fait bâcher un peu là-dessus. Pas seulement quand Brennan Lee Mulligan improvise des longues diatribes anticapitalistes pour tracher Elon Musk, ou quand Ify Nwadiwe décerne le prix du canapé le plus noir de la saison dans Actually. Donc quand les 3 joueurs et lui, donc quasiment toute l'équipe du show est noire à l'écran, ce qui est à la fois une blague et un statement, évidemment. Mais je mentionne aussi une série qui s'appelle Total Forgiveness, où Ali Beardsley et Grant O'Brien, donc c'est vraiment 2 piliers de l'équipe, là, se lancent mutuellement des défis dans le but de gagner de plus en plus d'argent. C'est la pyramide des gains qu'on a un peu dans les jeux télé habituellement. Sauf que le pitch, c'est qu'ils font ça pour essayer de rembourser une partie de leur immense dette étudiante. Horrible. Oui, gros enjeu en Amérique du Nord. C'est ça, c'est ça. Il y a un angle politique dans ce show qui émerge et qui dépasse même un peu les 2 participants qui sont aussi producteurs du show, puisque ça commence un peu comme un Jackass qui s'assume à moitié, mais en fait à chaque épisode ça devient de plus en plus dark, de plus en plus profond, et effectivement il y a une vraie réflexion de fond sur cette génération des trentenaires états-uniens en ce moment qui sont dans la galère, sur le système bancaire, les prêts étudiants, les études tout court, etc. Et j'en viens au deuxième type de raison pour lesquelles je vous conseille Dropout, c'est l'approche. Je viens d'en donner un peu une déjà, quasiment. Le type d'humour qu'il y a sur cette plateforme est très safe, très inclusif. C'est woke, comme tu l'as dit, Alice, à propos de Bridgerton. En premier lieu, de la même manière sur les castings. Ce qui était quand même pas trop le cas des exemples que je donnais tout à l'heure, Studio Bagel, Golden Moustache, ou à la même époque Kaamelott, là c'est le même genre d'humour, c'est de l'humour de troupe, de sketch, du format court, des punchlines, des personnages et tout. Et oui, c'était marrant, mais c'était quand même surtout des gars blancs à l'écran, quoi. Avec pas forcément que des bonnes takes d'ailleurs. En plus, je pense à Kaamelott par exemple, j'ai beaucoup ri à cette série, mais il faut avouer qu'il y a des problèmes dans l'écriture par rapport à ça. Ouais. Sur les personnages issus de minorités, quelles qu'elles soient, on va dire. C'est ça. Donc sur Dropout, non seulement vous allez voir beaucoup de comédiens et comédiennes et d'humoristes non blancs et non blanches, pas juste des tokens, pas juste des cautions, ce qui est un peu gênant. Par exemple, dans Taskmaster, je sais pas si tu regardais Taskmaster, ce jeu britannique qui est un peu dans la même veine d'humour, mais où en fait... systématiquement à chaque saison, le casting c'est 5 comédiens et comédiennes dont une personne racisée. Donc oui, c'est bien, c'est un bel effort, c'est déjà beaucoup dans la télé britannique, mais c'est un peu limite sur la structure, quoi. Aussi sur Dropout, on sort de la logique des emplois dont tu parlais un peu, Raph, à l'instant, qui est quand même assez forte. Bah oui, dans le sketch, donc tu donnais l'exemple de Kaamelott, dans le stand-up aussi beaucoup en ce moment, où il s'agit souvent de se positionner en tant qu'individu par rapport aux clichés qu'on subit, notamment les personnes racisées. Et oui, c'est souvent bien fait, c'est souvent très drôle, mais un peu comme tu le disais tout à l'heure dans Bridgerton, sur Dropout, c'est pas le sujet, c'est jamais le sujet. Et ce serait colorblind, pas dans le sens où on voit pas les couleurs, au sens où le racisme ça existe pas, c'est pas ça la question, c'est plutôt comme
une sorte de prophétie autoréalisatrice, quoi. Alice, tu parlais tout à l'heure de qu'est-ce que ça serait dans le passé, il y a 200 ans ou il y a 100 ans, on remet des personnages noirs, on enlève le racisme. Bah là, ce serait plutôt l'inverse. Et si on invente au présent le monde qu'on a envie de voir représenté, quoi. Et où c'est plus un enjeu. Donc, comme tu l'as dit un peu tout à l'heure aussi, c'est un raisonnement qui a des limites, mais en vrai, c'est très cool à regarder parce que bah, ça fait vraiment du bien, quoi. Disons, faut pas forcément qu'il y ait que ça, mais on a besoin de ça aussi. Ouais. Et puis, je parle de diversité, mais c'est vrai aussi en termes de genre. Et là encore, bah, c'est agréable de voir des shows où le synthé, donc vous savez, le petit bandeau de texte avec le nom des gens qui apparaît en bas de l'écran, bah, affiche leurs pronoms et où les personnes non binaires ou trans sont appelées they et où, bah, là encore, c'est pas un enjeu, c'est jamais un enjeu, bah, parce que ça devrait juste pas être un enjeu. C'est vrai aussi en termes de normativité des corps, etc. Bon, on pourrait leur reprocher que c'est quand même une équipe de trentenaires, donc bon, là, c'est l'enjeu de représentation peut-être il a une limite ici. Mais évidemment, bah dans ce contexte-là, quand on convoque toutes ces personnes-là, bah l'humour il est safe et il est beaucoup moins oppressif et c'est aussi une direction, c'est-à-dire que bah, probablement que des fois ils font des mauvaises blagues, ça peut leur échapper, je veux dire on vit dans ce monde-là, des fois c'est de l'impro, il y a une blague qui marche pas, j'imagine, mais en fait c'était la direction éditoriale de dire bah si c'est ça qui arrive, bah cette blague-là elle va être coupée, c'est pas ça qu'on a envie de diffuser, c'est pas ça qu'on a envie de montrer, quoi. Et oui. Et puis, bah, je termine avec ça. Il y a l'aspect de relations parasociales. C'est un truc qui est quand même intéressant. On parlait du commun tout à l'heure. Ce plaisir qu'on a à retrouver des personnages de séries qu'on aime bien, qui évoluent sur le temps long, ou à partager une forme d'attachement sincère pour, par exemple, les équipes d'un podcast qu'on suit régulièrement, parce qu'on a l'impression qu'on accède à une part de vérité, d'intimité, de dévoilement. On parle évidemment des podcasts qui font des émissions régulièrement. C'est ça. Pas juste toutes les avec semaines. Avec une plus ou moins grande régularité. C'est ça. Et c'est toujours en partie vrai, ce côté de se dévoiler personnellement, même si évidemment c'est monté, c'est stagé, c'est mis en scène. Sur Dropout, la direction artistique est très forte, elle est très réussie, mais elle est très forte là. Et même si bah ça reste une plateforme commerciale qui me rappelle qu'au fait, il me reste quelques semaines pour renouveler mon abonnement avant le 4 septembre. Tout ça pour dire que bah, dans ce monde de merde, si on essaye de rire un peu, si possible, faisons-le avec du rire safe, inclusif et en rêvant d'un monde meilleur. Je vous conseille donc dropout.tv. Il y a 1 mois d'essai gratuit et c'est vraiment beaucoup moins cher que Netflix. C'est $60 canadiens à peu près par an ou $7 canadiens par mois. En euros, je vous raconte même pas. C'est presque rien. Oh, c'est donné. Ouais. Écoute, moi, tu me l'as vendu, hein, y a pas de problème. C'est tout en anglais ? Ouais, c'est tout en anglais. C'est vraiment, c'est quand même West Hollywood. Hein, Et il y a des sous-titres ou pas du tout ? Il y a des sous-titres en anglais. Oui, voilà, faut être anglophone. Là non plus, c'est pas inclusif. Merci pour ce mea culpa. Je le fais. Non, mais je demande ça pour les auditeurs et auditrices. Je sais pas, peut-être. Raison. C'est vrai que sur l'humour, il faut quand même bien maîtriser une langue pour tout comprendre. Ouais, mais il y a aussi ce truc de prendre le temps. Comme tu regardes une saison, tu regardes plein d'épisodes, tu t'immerges un peu dedans là. Donc. Oui, au bout d'un moment, tu comprends plus facilement aussi, j'imagine. C'est ça. J'imagine que vous connaissiez pas Dropout, mais qu'est-ce qui vous fait rire, vous, en ce moment? Vous avez trouvé des choses safe qui vous font rire? Parce que on n'a pas parlé de trucs très drôles non plus. Les exemples qu'on avait, House of the Dragon, même Jackie Chan, oui, c'est de la comédie. Quand tu as parlé tout à l'heure de jeux de rôle et d'actual play, moi je suis très friande de ça et je suis fan et je suis depuis des années le travail de Fibre Tigre, qui est un auteur, un scénariste et donc qui fait depuis quelques années de l'actual play. Son émission un peu phare, ça s'appelle Game of Rules et il y a eu plusieurs univers différents et puis il essaye aussi d'utiliser le jeu de rôle dans des visées un peu éducatives, aussi parfois pour faire de la politique. Il a fait des jeux de rôle politiques avec des streamers et des streameuses un peu connus du moment par rapport aux différentes élections, mais aussi il a un univers de fantasy qui est vraiment très cool et qui est ultra drôle. Et c'est vraiment, on pourrait pas croire que c'est le jeu de rôle qui fait rigoler, mais vraiment je meurs de rire en écoutant ça. Et tout est sur YouTube en replay depuis, je sais pas depuis quand ça existe, peut-être depuis 6 ans. Enfin, il y a tout et c'est des heures et des heures de contenu ultra drôle. Et d'ailleurs, tu parlais de jeu de rôle tout à l'heure, mais c'est très proche de l'impro justement, parce qu'il y a quand même historiquement 2 teams dans le jeu de rôle, une qui est plutôt sur les règles, les combats, les calculs de compétences, des choses comme ça, qui moi m'ont jamais trop passionné, et
effectivement une tendance qui est quand même plus sur l'impro, sur la comédie. Et voilà, Game of Thrones par exemple, mais je pense à un bon nombre d'émissions de jeux de rôle qui cartonnent aujourd'hui sur Twitch ou sur des plateformes, ça va plutôt être dans ce style-là. Et c'est vrai que c'est quand même plus marrant à regarder que des gens qui calculent des scores de combat dans Donjons et Dragons, quoi. Clémentine, il y a encore des choses qui te font rire aujourd'hui ou... Là en ce moment je revois Seinfeld. Alors après, est-ce que c'est safe? Il y a débat là-dessus. Pas toujours, je pense. Ça a l'âge que ça. Oui, après je trouve ça va quand même dans l'ensemble, ça a pas si mal vieilli, mais c'est vrai que par exemple sur les personnages racisés, bon, c'est toujours quand même assez caricatural. Mais en matant la série, à un moment, j'ai un peu ri jaune parce que y a le personnage d'Hélène qui parle d'avortement et qui dit un truc du genre on peut avorter. Il y a, elle parle de Roe versus Wade. Et là, je me suis dit ça a mal vieilli. Ah ouais. Voilà. Comme quoi, hein, ouais, effectivement, la série, elle a pas mal vieilli que dans le mauvais sens. Voilà. Bon, C'est ça. Bon, on arrive à la fin de cette émission. Vous avez remarqué, aujourd'hui, elle fait pas 2 heures. Finalement, c'est bien, peut-être qu'il faudrait pas toujours qu'on prépare comme ça. Ça va pas faire des épisodes de 2 heures à chaque fois. Ce serait peut-être mieux. Je sais pas. On va quand même terminer, comme d'habitude, par des conseils. Alors, c'est plutôt des conseils NFP compatibles, feel good, ou est-ce qu'il y a de la politique partout dans vos conseils? Vous allez voir. Moi, j'ai pris de la politique. Bah vas-y, Clémentine. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Bon, après, c'est un peu bateau et tout le monde a parlé de ce livre dernièrement, mais bon, je recommande à mon tour, c'est Des électeurs ordinaires de Félicien Faury. Donc voilà, une enquête sociologique sur des électeurs du Rassemblement national dans le Sud-Est. Mais voilà, après, je recommande de le lire parce que beaucoup en parlent sans forcément avoir lu le livre et parfois certaines personnes font un peu dire le contraire, ou déforment un petit peu le propos du livre. Et vraiment, moi, il y avait des choses que je savais déjà, mais c'est vrai que c'est quand même assez éclairant et voilà, ça permet aussi toujours de structurer sa pensée, etc. Donc voilà, je recommande ce livre. Laissez-le discrètement traîner sur votre serviette de plage pour faire des rencontres de gauche pendant vos vacances. C'est vrai, ça c'est une question difficile. Comment on rencontre des gens de gauche Ben voilà. On va en spectacle d'impro. C'est ça, en spectacle. Apparemment, ça marche aussi. Alice, t'avais des conseils? Ouais, moi c'est pas feel good, mais j'ai vu la semaine dernière au cinéma Love Lies Bleeding de Rose Glass et c'était vraiment bien. C'est vraiment un film qui est entre plein de genres différents, qui commence comme une romance lesbienne dans la campagne reculée américaine, puis après ça passe par le slasher, le body horror, ça arrive presque au fantastique. Bon, en tout cas, ça bouscule carrément, quoi. On sort de la séance bousculée. Apparemment, ça avait beaucoup bousculé les premiers spectateurs et spectatrices au Festival de Bruxelles, qui avaient dû arrêter la séance parce qu'il y avait eu des insultes lesbophobes. Et on a longtemps cru que le film sortirait pas et tout. Et finalement, il a une distribution française, donc allez le voir, c'est vachement cool. Il est sorti, j'ai vérifié, il passe encore en salle dans les grosses villes. Raph? Je vous conseillerais moi aussi d'aller voir un film dont j'étais pas trop sûr qu'il aurait une distribution, mais finalement, apparemment oui, c'est Conan avec 2 N de Bertrand Mandico. Je saurais pas tellement comment vous le pitchez, mais en gros, c'est une relecture de Conan le Barbare sous la forme d'un film expérimental, queer, avec moitié de noir et blanc, moitié de couleur, des décors improbables et 6 ou 7 actrices qui jouent la même personne à plusieurs époques. C'est hyper barré, ça va dans tous les sens. Faut être juste prêt ou prête à aller voir un film qui ressemble à rien du tout, mais moi, des fois, c'est un peu ce que j'aime aussi. C'est pas spécialement feel good, mais c'est pas déprimant non plus, c'est juste ultra bizarre. Et même si je sais qu'on peut reprocher beaucoup de choses à Bertrand Mandico au sein de la communauté queer, il a ses fans et il a aussi ses détracteurs, mais j'ai trouvé le film hyper frais sur son esthétique notamment, et voilà, je conseille si vous avez l'occasion de voir ça en salle. Je pense que ça se voit pas mal au cinéma, ouais. Trop bien. Moi, je vais rester aussi dans des conseils un peu queer. Je vais pas conseiller un film, mais une série de podcasts. Vous connaissez peut-être Christine Gonzalez, si vous avez été des auditeurs et auditrices d'une émission de France Inter qui n'existera bientôt plus à la rentrée. Christine Gonzalez de la RTS, la radio-télévision suisse, avec une autre journaliste de la RTS, Aurélie Cuta, qui se trouve être sa blonde, sa femme. Elles ont produit 3 saisons de podcast ensemble. Le premier s'appelle
Voyage au Guinistan. Ça parle de la vie lesbienne en Suisse. Le deuxième est consacré au vieillissement queer, vieillir queer. Et la troisième saison vient de se terminer et elle s'appelle Le Royaume des ex. Elle est super, ça parle précisément de qu'est-ce que c'est comme construction sociale être des ex et puis avec une perspective queer de qu'est-ce qu'on peut construire autrement comme modèle avec ça. Et franchement, au niveau de la forme, c'est super. C'est toujours hyper inventif. C'est vraiment drôle et ça s'écoute vraiment comme une série. Voilà pour aujourd'hui. Bon, qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Je sais pas trop, mais on a fait un petit bilan de ce qu'on avait envie de garder pour l'été aujourd'hui. On vous revient à la rentrée. On sait jamais trop. Septembre, c'est toujours une période compliquée, mais comme ce sera peut-être la grève générale, les profs, vous aurez peut-être le temps. On aura le temps. Hein? C'est ça qu'on veut. On verra. Oui. En tout cas, bel été à tout le monde. Ouais, bel été. C'est ça, ouais. Bon été. Bonnes vacances si vous en avez. Changez-vous les idées, mais pas trop quand même. Devenez pas de droite. C'est vrai que dans un podcast de gauche, dire changez-vous les idées, c'est pas forcément. Ouais, voilà. Raisonnablement. Gardez vos idées. Changez les idées des autres. Ouais, c'est ça qu'on veut. Et puis, on se retrouve à la rentrée pour un nouvel épisode et donc une nouvelle saison du podcast Une Invention sans Avenir. Bye. Ciao. Salut. Mais moi, je ne suis pas woke. Quand on regarde quand même la photo de famille du nouveau Front Populaire, on peut pas dire que les personnes issues de quartier populaire soient très très visibles. D'abord, je veux vous dire que vous avez raison sur ce que vous avez dit sur la première photo de famille du nouveau Front Populaire, qui à mon avis... Elle m'a un peu éblouie. Ouais, mais moi aussi. I consider the matter urgent. That of your succession. Who else would have a claim? Quels sont les critères? Vous n'allez pas nous donner non, je sens, mais quels sont les critères? The firstborn child. Rhaenyra. No queen has ever sat the Iron Throne. Et dans cette équipe, il peut y avoir de préalables sur personne, sinon c'est pas comme ça qu'on travaille. I will not be made to choose between my brother and my daughter.